dans Roots, on a les hommes qui capitulent, qui sont face à leur échec et qui fuient, et qui reviennent. Dans un ailleurs meilleur, bon, on a compris, on affronte, on survit, on se reconstruit comme on peut. Finalement, entre ces deux visions, à votre avis, on tente vers laquelle? Est-ce qu'on va baisser les bras et puis essayer de fuir? Est-ce qu'on va essayer de survivre? Je dirais c'est toute la question. C'est justement la grande question, et puis c'est celle qu'on dit. Bon, moi et mes collègues auteurs d'imaginaire, de science-fiction, d'anticipation, c'est la question qu'on se pose. On n'a pas de réponse. Hélas, si j'en avais une. Comme je le disais, il y a, l'actualité du monde, il y a d'un côté des raisons de désespérer, de l'autre des raisons d'espérer, parce que heureusement, voilà, de nouvelles formes de solidarité et autres émergent. Donc, à titre personnel, c'est la question, moi je suis partagé, je n'en sais rien. Et évidemment, j'espère de tout cœur qu'on est dans le bon sens. Et d'un autre côté, voilà, une multiplication de certaines actualités me font désespérer, mais enfin voilà, je suis comme tout le monde, je suis partagé avec tout ça. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, j'espère en tout cas qu'on ne va pas vers des sociétés comme celle que je prends un malin plaisir à décrire dans mes livres, justement. Je me mettrai en garde, voilà, les plus jeunes lecteurs, parce que ces plus jeunes, un jour, ils auront quand même un petit pouvoir de décision, qui s'en servent à bon escient, mais voilà, mais le pire n'est jamais... le pire est toujours à venir, quelque part. Donc je ne sais pas, franchement, à l'âge, je suis plus que partagé, j'ai pas de solution, c'est pas mon rôle d'ailleurs d'en avoir, mais... Mais du coup, la SF, là, pour le coup, on sent qu'il y a il y a cet engagement et il y a ce... Comment dire, il y a cette alerte que vous êtes capable de donner et du coup qui est super importante. Là, vous le faites en jeunesse, on essaye de le faire aussi en adulte, mais je sais pas, à votre avis, quel public est le plus réceptif justement à ce genre d'alerte? Parce que j'ai l'impression qu'en adulte, on est là, on prend du plaisir à se dire, on va se faire peur devant par exemple un film genre de 2012 où on va voir la catastrophe. Moi perso, ça m'a mis en stress total ce film. Je me suis dit, mais si un jour ça m'est arrivé, mais je fais quoi? Je m'assieds, je pleure. Ah oui, mais... si il arrive ce qui arrive en 2012, de toute façon il n'y aura plus rien à faire. Mais du coup, je sais pas trop si vraiment, moi, en tant qu'adulte, je serais aussi réceptif que, par exemple, les jeunes. Moi, je sais que Mathilde, ma fille, a 10 ans, et elle est très réceptive, très sensible quand elle lui dit ce genre de choses. On va dire, mais en fait, ça va la faire réfléchir. J'ai des conversations très poussées avec elle parce que, justement, elle se dit, mais on ne peut pas aller vers ça. C'est tout. Là, ça veut dire que pour un auteur, l'objectif est atteint. Si on déclenche ça, c'est un jeune lecteur, voilà, on peut dire, mais non, ça c'est impossible, il ne faut surtout pas que ça arrive. Donc on va faire quelque chose pour l'éviter. Il y a toujours des solutions, il y a toujours des moyens, comme ici, d'espérer. Vous parlez alors, par exemple, pour les publics adultes, j'ai vu ces livres-là, Alain Damasio propose des solutions, et lui finalement touche un très grand public. Et donc ça c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un très grand public qui est réceptif quand même à l'idée de trouver des solutions pour un meilleur avenir pour tous. Voilà, ça c'est une raison d'espérer par exemple. Voilà. Parce qu'il a vraiment un succès énorme, c'est pas un hasard, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens, auprès des adultes, donc il y a quand même beaucoup de gens dans la société qui essaient de penser à la façon de nous orienter vers quelque chose de mieux, de meilleur, de plus solidaire, de plus ce qu'on veut. Voilà. Ça c'est un signe d'espérance. Il y a des problèmes, est-ce que vous diriez les gens qui vont dans ce sens-là ou vont dans leur sens? Ça c'est toute la question, et donc du coup ça amène peut-être à une autre question, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'assurer de ne plus avoir ces dirigeants-là et d'en avoir d'autres? La question est ouverte, mais alors là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Parce que c'est un peu les questions que pose Alain Damasio. Est-ce qu'on reste dans les limites de la légalité, de ce qu'il faut? Est-ce qu'on construit des modèles alternatifs, mais alors avec ce qu'il faut passer par la violence? Parce que, bon, moi, à titre personnel, je suis clairement contre. Mais c'est une fois que j'ai dit ça, voilà. On est d'accord. Voilà, une fois que j'ai dit ça, je me heurte à une limite, donc, et je me questionne. Je me questionne à titre de citoyen, à titre individuel, voilà. Justement, avec ce qu'on vit comme crise énergétique, il y a eu un virage qui n'a pas été pris pendant très longtemps. C'est trop tard. On essaie de redresser la barre, c'est difficile. Et justement, est-ce que ça serait pas un signal d'alerte qu'eux pourraient prendre en compte? Parce que nous,
les gens lambda, on a compris ça. Voilà, exactement. Mais effectivement, quand on voit le peu enfin, on veut faire une métaphore, une fois, un gouvernement, c'est un petit peu comme le Titanic, c'est un petit peu comme ces gros travaux, quand il faut changer de cap, c'est tellement long qu'on finit par se prendre l'iceberg, quoi. Ah oui, là, sur la question de l'énergie, de toute façon, c'est lamentable. Enfin, excusez-moi, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà, on nous vend comme solution miracle la voiture électrique. Bon, c'est un désastre écologique à tous les points de vue, et il faudrait rompre de modèle. Il faut surtout arrêter de penser bagnole à tout prix. Mais et d'un autre côté, c'est marrant, au sens, voilà, en zappant sur l'actualité à l'hôtel, seulement quand je regarde la télé, je m'aperçois, on programme un peu partout en France de faire disparaître encore plus de lignes de TER, parce que finalement, ça coûte trop cher, donc toutes les régions vont en faire disparaître. Bon, ok, on continue dans le modèle, tout le monde aura sa belle voiture électrique, un fric fou. Et de toute façon, d'un autre côté, on nous culpabilise, il faut prendre le train, mais on nous supprime toutes les lignes qui sont intéressantes. Voilà, donc non, on va, au niveau de notre politique, locaux, nationaux, régionaux, on voit que... Effectivement, la centralisation, parce que justement, elle fait avoir en sorte que les gens sont déconnectés du reste. Ah oui. Alors, à mon avis, mais je ne sais pas si j'ai ramené ça, c'est même pas tant c'est sur une partie, mais la centralisation, le fait que le pouvoir soit centralisé sur Paris, parce que bon, j'ose quand même espérer qu'aujourd'hui des gens les informent et qu'eux-mêmes sont connectés sur le monde, mais c'est surtout le fait que toutes nos élites gouvernantes sont issues des mêmes formations, de même certaines grandes écoles qui reproduisent toujours les mêmes schémas. Alors, même si là, moi j'ai été réjoui de voir les espèces de frondes, de révoltes qu'il y a eu chez les nouvelles cohortes d'étudiants qui ont refusé par exemple d'être associés à certaines grandes entreprises, qui ont refusé, je ne sais plus quelle grande école c'était, c'est arrivé il y a quelques semaines, les étudiants ont refusé que leur promotion soit associée à Total par exemple. Voilà. Donc je dis qu'à quelque part, chez les prochaines futures élites, il y aura peut-être une prise de conscience, mais alors le temps qu'ils arrivent aux manettes du pouvoir, est-ce qu'il ne sera pas déjà encore plus tard? Parce que là déjà, c'est déjà trop tard pour beaucoup de choses, soyons clairs. Oui, on continue à relâcher de plus en plus de ce atmosphère, on continue à voilà, là où on nous fait peur, on va avoir tellement froid cet hiver que donc du coup, c'est un bon prétexte pour remettre en marche toutes nos centrales à charbon, etc. Parce que, justement, c'est le paradoxe. En Allemagne, ce sont les écolos qui brûlent le charbon. Voilà, et oui, parce que comment ils ont réussi leur sortie du nucléaire, enfin, sur laquelle ils reviennent, voilà, et c'était en rouvrant toutes les centrales à charbon et donc finalement en surpolluant. Voilà, donc on est enfermé dans des tas de paradoxes au niveau écologique que franchement je ne vois pas. La seule façon idéaliste de s'en sortir, c'est ce qu'on doit de rompre complètement, mais purement mais qui est prêt franchement? Et qui est prêt, même ici, à abandonner son confort? Et quand je dis son confort, son téléphone portable, c'est une horreur écologique, un téléphone portable, soyons clairs, mais c'est quand même bien pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On écrit des livres. Voilà, oui, moi-même. J'ai pas de solution à vous proposer. À la bougie. Et à la main. Et comme l'a dit notre président, voilà, on ne faut surtout pas vivre comme les Amish ou les Mormons, mais évidemment. Voilà, parce qu'effectivement, pour lui, il pense que c'est du tout ou rien. Non, je pense sincèrement qu'il y a plein de modèles intermédiaires. Voilà, Scala Damasio, entre autres, voilà, lui, il essaie de développer dans ses ouvrages pour adultes, voilà, c'est de montrer ces façons de vivre alternatives, voilà, mais il faudrait que ce soit un mouvement massif pour qu'il y ait un réel effet sur. Alors, toujours mieux que rien d'avoir comme ça des groupes qui sont prêts à vivre comme ça, mais je vais être honnête, à titre personnel, je ne suis pas forcément prêt à abandonner mon confort, j'y suis trop habitué. Mais par exemple, je rencontre il y a toute une nouvelle génération de plus jeunes auteurs que moi qui arrivent en imaginaire, en science-fiction, etc., qui vivent déjà selon ces nouveaux modèles, qui eux le vivent vraiment. Ils réinvestissent des villages abandonnés, ils reforment de nouvelles communautés, ils vivent ça.
moi je vais être honnête, je suis pas prêt à revivre comme ça, vraiment. Mais en revanche, à encourager tous ces modèles-là, et ça me réjouit de voir que j'ai de plus en plus de jeunes collègues, ils l'écrivent et ils le vivent, ça. Ah, donc quelque part, je me dis, voilà, c'est pas... Voilà, non, voilà. Ça a peut-être changé, mais il faudrait que ça arrive vite et plus. Moi, j'ai pas envie de revenir en arrière. Mais voilà. Il n'y a pas toute la nouvelle technologie. Mais maintenant, de toute façon, on vous demande. Il faut avoir un ordinateur, il faut faire tous les papiers par l'ordi, par-ci. Ça, c'est une aberration totale. Parce que je me dis, on nous oblige à faire des choses qu'on n'a pas envie. Alors qu'on revienne en arrière, moi là-dessus ça me dérange pas. Voilà. Et surtout parce que j'ai horreur de ça. Surtout que la numérisation à tout va, on nous vend ça pour les très mauvaises raisons. Pour des raisons écologiques, pour ça me fait doucement rigoler. Il n'y a rien de plus énergivore que les data centers, les machins, c'est une horreur. Non, en plus on vous vend ça pour des mauvaises raisons. En plus, la raison pratique, quand on sait que ça n'arrête pas de on voit ça pour toutes les mauvaises raisons. Voilà. Pour autant, voilà, j'adore la technologie, je suis content de vivre à l'époque où l'ordinateur existe, je serai capable de travailler sans mon ordinateur, mais le vendre, voilà, la numérisation, la société numérique à tout va, c'est une aberration complète. Ah bon, on est bien d'accord. À aucun point de vue, aucun argument n'est valide pour imposer ça. En fait, on nous l'impose. De toute façon, effectivement, nous, on n'a pas le choix. Oui, mais c'est une aberration parce qu'on n'est pas obligé d'avoir aujourd'hui faire tous les papiers. Est-ce que c'est pas la forme de Non, plutôt faire les papiers. Finalement, d'une forme d'humanité, mais après, de quelle technologie on parle? Parce que finalement, nous on dit une ère de comment je pourrais dire ça, de super technologie, de surtechnologie, de technologie à outrance, voilà, et qui dépasse nos vrais besoins. Donc c'est celle-là dont il faut finalement se débarrasser parce que finalement, elle nous crée, et en voulant anticiper, elle nous crée des besoins. Yes, voilà. De toute façon, je veux dire, avant d'être de la technologie, c'est du commerce, c'est du business. Il faut bien faire vivre toutes ces entreprises qui produisent ces produits avec obsolescence programmée, etc. On sait très bien qu'on est engagé là-dedans depuis d'ailleurs très longtemps, mais on le sait tous, nos dirigeants le savent. Et on continue ce modèle-là parce que je pense qu'ils ont, je crois réellement, au-dessus de nous, ils ont peur, ils ont une trouille bleue que ce système s'effondre, parce que pour eux, je crois que c'est par peur qu'ils maintiennent aussi ce système. Et puis, bien sûr, les millions et les milliards que ça rapporte ici et là. Comment on lutte contre ces enjeux financiers énormes. Voilà aussi toute la question. Est-ce que ça vous arrive d'être censuré dans vos livres? Alors, non. Honnêtement, ça me donne rien. Alors là, je peux témoigner d'une chose, c'est de la totale liberté d'expression qu'on a en France. Alors, il y a eu quelques cas récemment, ça arrive à des collègues jeunesse, parce qu'il faut savoir que quand même, c'est assez particulier, quand on écrit pour la jeunesse, on dépend de la fameuse loi de 1949 sur les écrits pour la jeunesse. Alors, pour la petite regardez, c'est imprimé au début de tous les livres pour la jeunesse, voilà, c'est soumis à cette loi. C'est là qui dit qu'en gros, je fais ça, il ne faut pas pervertir la jeunesse, il ne faut pas, etc. Honnêtement, si cette loi était appliquée strictement telle qu'elle est encore définie, la moitié des livres jeunesse n'existeraient pas. Mais quelquefois, vous avez certains partis, certaines sectes, certains personnes qui l'invoquent. Enfin, le dernier grand scandale en date, c'était il y a quelques années, c'était un album jeunesse Tous à poil. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tous à poil. Un collègue jeunesse s'était amusé à montrer des animaux tout nus et puis des hommes tout nus, des hommes et des femmes tout nus pour montrer que voilà comment on est tous à poil. C'était le titre. Grand scandale, voilà, je ne sais plus quelle association commence à porter plainte au nom de cette fameuse loi de 1949. Résultat, publicité formidable pour le bouquin, pour l'édition, qui a cartonné comme jamais. Et puis, avec cet album à côté de moi sur des stands, les gamins sont morts de rire quand ils voient des animaux tout nus, des gens tout nus. Je t'imagine, c'est dessiné de façon très naïve, etc. Voilà. Mais je développe ici. Il faut savoir d'où vient cette fameuse loi qui n'a jamais été abrogée, même si dans les faits, voilà, dans les faits, on ne fikine pas. Les éditeurs jeunesse nous laissent au contraire libres de tout aborder, et certaines fois même avec plus de comment je pourrais dire, tout simplement, et puis on va jusqu'au bout des choses, parfois même plus qu'en littérature adulte.
Parce qu'il faut savoir pour la petite histoire, cette fameuse loi, en fait, pourquoi elle a été créée à l'époque, c'est le Parti communiste à l'époque qui s'inquiétait de l'invasion de la culture américaine en France. Ils ont vu débarquer tous les premiers comics américains, les histoires de super-héros. Superman débarquait en France. Et alors ça, le Parti communiste et Bill Gadget, c'était vraiment ça, ils ne voulaient pas que cette culture débile de leur point de vue pervertisse notre jeunesse. Ce qui peut à la limite s'entendre à l'époque, je ne sais rien, même si non, c'était franchement déjà très exagéré comme point de vue. Mais voilà pourquoi la loi de 1949 sur l'édition pour la jeunesse a été instaurée. Mais moi, ce qui me pose question, c'est qu'elle n'a jamais été abrogée. Voilà. Alors, elle n'est pas utilisée, mais elle est là, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Et si un jour un gouvernement plus arrive, il y a tout un arsenal là, tout à leur disposition pour peut-être faire interdire une grande partie de la littérature jeunesse. L'arsenal législatif, il est là. Voilà. Et quand on voit comme des fois ça fait sauter, ça fait monter au créneau justement certains politiques, juste un livre. Et oui, parce que de temps en temps, vous avez un de nos politiques qui fait son beaucoup de com en tombant sur un ouvrage soi-disant licencieux ou que sais-je. Voilà. Alors pour la petite histoire, pour vous faire rire, la seule fois où on m'a demandé, on me demande toujours de changer des choses pour le bien de l'histoire, ça c'est différent. La seule fois où un éditeur me dit, j'y pense parce que je crois que c'est un des bouquins que j'ai dit, voilà, on était vu tout à l'heure, non pas ici, le temps pour moi. La seule fois où on m'a demandé, alors, une petite histoire d'espionnage pour la jeunesse. Les héros ont 15 et 16 ans, un frère et une sœur, ça se passe aux États-Unis. Bon, ça, pour vous situer. Plusieurs fois, il se trouve que plusieurs fois au cours de l'histoire, mes héros, petit déjeuner, boivent du café. Mon éditrice, non, quand même, là ça me gêne. Là c'est gênant, à cet âge-là, boire du café, si on les faisait boire plutôt du chocolat chaud. Très bien, s'il n'y a que ça pour faire plaisir, on va mettre du chocolat chaud à la place. Par ailleurs, dans la même histoire, à un moment, ces adolescents de 15 et 16 ans doivent assassiner quelqu'un. Ce qui n'a pas gêné à aucun moment l'éditrice. Alors, si elle m'avait dit cette scène est peut-être trop violente, est-ce que peut-être tu ne pourrais pas trouver un autre moyen pour qu'il se débarrasse de cette personne? J'aurais réfléchi et j'aurais peut-être fait ça. Mais non, voilà, le seul point, vous voyez, qui l'avait gêné, c'était ça. Donc, pour dire, les éditeurs jeunesse, là-dessus, ils sont... il nous faut changer plein de choses. Pour la cohérence, pour la logique de l'histoire, mais de censure, non, ah, je connais un cas, il y a eu un cas, qui ne concernait pas, qui concernait une amie autrice, qui écrivait donc aussi de la science-fiction, mais ça remonte déjà à une bonne dizaine d'années, je travaillais dans la même collection où je travaillais aussi. Elle s'est emparée d'un sujet assez difficile, elle s'est emparée avant que les grands scandales qu'on connaît actuellement arrivent, elle parlait de la pédophilie dans l'Église. Donc quand même, sujet assez sensible. Elle y allait un peu frontalement, mais sans. Alors j'avais lu l'extrait en question, et il y avait un extrait, alors je ne sais plus, quelques lignes dans son texte, que là vraiment, l'éditeur a clairement censuré. Elle a dit non, ça c'est quelques lignes, moi je ne les publierai pas. Et alors il y avait une sorte de... Je ne sais plus comment elle s'en était tirée, elle avait fini par dire de toute façon, l'éditeur a tous les droits. Hein, je veux dire, si vraiment l'éditeur, pour une raison qui lui est proche, refuse votre texte ou une partie du texte, il en est, de toute façon, quand on signe un contrat avec lui, il en devient propriétaire, donc s'il veut bloquer une diffusion d'un livre, il le peut. Hein, on l'a encore vu récemment que le fameux dictionnaire dans lequel il y avait une entrée sur Bolloré, le milliardaire, etc. Et comme le bouquin devait paraître, ce dictionnaire devait paraître dans une maison d'édition, il l'a fait interdire. Voilà. Bref, un éditeur à ce pouvoir-là. Voilà. Ça pour vous dire. Mais gars, pour vous dire qu'en jeunesse, je connais qu'un seul cas où l'éditeur, c'est même la seule fois à ma connaissance où là, ma collègue autrice a été convoquée, invitée à venir rencontrer le grand patron de la maison d'édition, ce qu'on ne fait jamais. En fait, on travaille avec des directeurs de collection, mais les patrons des maisons d'édition, on ne les connaît pas en réalité. Là, elle a été invitée à rencontrer le grand patron. C'est-à-dire c'était un groupe qui s'était construit sur la presse catholique. Donc bon, mais c'était vieux déjà. Mais bon, là, le grand patron a dit non, nous, avec notre histoire, ce bref passage, c'est quelques lignes où, honnêtement, je les avais lues à l'époque. Moi, je n'avais rien vu de choquant. Je ne sais même plus exactement ce qu'elle abordait, mais enfin, elle dénonçait vraiment concrètement. Et, alors, je ne sais plus si elle assimilait, la plupart des pédophiles. Je ne sais plus comment c'était tourné honnêtement. Mais voilà. Bref, là, il y a eu, oui, les choses par le nom,
censure, c'était clair. Si elle voulait garder le texte tel quel, le livre n'était pas publié. Voilà. Ce C'est qui le fait seul cas dire que je connais. que quand vous écrivez, vous restez. Comment dire, c'est pas vos idées profondes qui ressortent. Alors si, honnêtement, enfin, pour ce qui me Parce concerne, que vous êtes limité, Pour ce- aussi bien en Non. politique, non, justement. en religion. Alors, Moi, je lis pas vos livres. à titre. Non, mais c'est bon. Donnez-moi envie de les Mais- lire, parce que pour le moment, Mais pour moi, ça me paraît je superficiel. témoigne absolument de ça. Vous avez tout à fait le droit de penser ça, il n'y a aucun souci. Vous avez le droit de vous tromper. Mais à titre personnel, je témoigne que, hormis le cas que je viens de vous décrire, c'est l'exception qui confirme la règle. Tous les auteurs jeunesse aujourd'hui ont une totale liberté d'expression, abordent tous les thèmes et vous trouvez leurs pensées, leurs convictions clairement exprimées ou par métaphore parfois, mais exprimées d'une façon ou d'une autre dans tous leurs ouvrages. Dans tous leurs ouvrages, ce sont l'immense majorité des auteurs jeunesse sont des auteurs engagés avec des convictions. Ça transparaît très clairement dans leurs ouvrages. Quand vous Très, avez très écrit clairement. sur l'ours blanc, vous aviez une idée en tête quand même. J'ai toujours des idées en tête. Alors, quelquefois, elles sont, comme je viens de vous dire, quelquefois, évidemment, ce sont quelquefois des métaphores et je ne les mets pas en avant. En revanche, ce que je me refuse à faire, ça c'est personnel. Je ne veux pas écrire j'écris pas des pamphlets. J'écris pas. Voilà, si je le voulais, c'est ce que je ferais. J'écrirais ou je ferais des documentaires pour dénoncer tel sujet, ou j'écrirais directement des articles, je sais pas, voilà. Je resterai collé au réel et je dénoncerai directement. J'écris des fictions, j'écris des histoires avant tout, donc quand je le fais, je ne le fais pas toujours non plus, mais quand je veux dénoncer, je dénonce par la bande, par ça, mais c'est assez limpide généralement. Enfin, vous qui m'avez pas mal lu, je pense qu'on comprend mes idées, on comprend quelquefois mes allusions, etc. Je peux vous dire, peut-être mieux. Alors, c'était pas en littérature jeunesse, mais pour mon tout premier livre, on m'a refusé un prix de science-fiction qui était à l'époque très bien doté parce que plus qu'entre les lignes, je m'en prenais à un ancien maire de Paris, Jean Tibéry, pour ne pas le nommer, voilà, et il se trouvait que à l'époque, la Société de la Tour Eiffel était au cœur de mon récit, donnait un prix à un ouvrage de science-fiction, qui était d'ailleurs le prix le mieux doté financièrement de tous les prix que vous pouviez imaginer. Et voilà, on me l'a refusé justement à cause de mes convictions, à cause de ce que je balançais, entre guillemets, contre cette idylle. Voilà, donc pour vous dire que non, oui, des fois je m'engage et ça me coûte. Mais voilà, non. Et puis au-delà de la blague, non, honnêtement, il n'y a pas de censure. Et franchement, je crois que la littérature jeunesse, depuis quelques années déjà, a jamais été aussi engagée qu'elle l'est actuellement. Si on regarde dans toute l'histoire de la littérature jeunesse, qui était très sage pendant très longtemps, il y avait quand même quelques exceptions, d'année en année, et je pense qu'il y a eu un tournant, je sais pas, je dirais, entre les années 2000 et 2010, enfin, là où plein de nouvelles collections sont apparues, avec de nouveaux éditeurs qui sont eux-mêmes avec des convictions, eux-mêmes qui cherchaient des textes engagés pour parler du monde, pour parler des vrais problèmes du monde aux jeunes, mais voilà, mais pas pour les mettre, pas pour dire voilà quel est le monde, mais dire voilà comment il pourrait être mieux, voilà, enfin, pour raconter quand même d'abord des histoires, c'est ce qu'on nous demande, et moi c'est ce que j'aime faire, je veux d'abord raconter des histoires, mais on ne s'interdit jamais, et vraiment au contraire, on le fait tous, je vous garantis, tous mes collègues auteurs, on fait passer nos idées, on ne se censure jamais. Je pense que surtout, quand vous dites vous abordez des années 2000-2010, finalement, quand on y réfléchit bien, c'est à peu près à cette période-là aussi qu'on a toute cette pop culture américaine qui nous a amené des adaptations, genre comme on avait dit avec Games, Divergente, tout ça. C'est arrivé à peu près à cette période-là, et finalement, je pense que l'édition française s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire, parce que il y a eu une prise de conscience, souvent avec un petit temps de retard, ça c'est clair en voilà, France, mais finalement la jeunesse elle est friande de ça, elle a envie, voilà. Ça lui parle. Et finalement, cette jeunesse, eh bien, elle-même, elle est connectée peut-être au monde elle-même, elle se pose les bonnes questions, elle n'est peut-être pas juste consommatrice d'histoire et de divertissement, ça l'est aussi. Et, on a envie Enfin, moi j'étais à l'époque dans cette jeunesse-là où je me disais, mais oui, j'ai pas envie qu'on me parle comme une demeurette, j'ai des convictions. Moi quand j'étais au lycée, je faisais signer des pétitions pour sauver des animaux, pour sauver la planète, tout ça. J'embêtais mes profs pour leur faire signer ça, mais je veux dire, j'avais pas envie qu'on me parle comme une andouille, et puis qu'on me fasse lire juste un
roman qui va m'amuser et puis qui va me raconter une belle histoire d'amour. J'adore lire un Jane Austen. Ça, de temps en temps, quand il fait pas beau et que je me mets sous la couette avec un Jane Austen, je suis contente. Il y a de bons moments pour ça. Mais du coup, j'avais quand même envie qu'on me parle comme à l'ado engagé que je me voyais en fait, que je voyais en moi. Tout à fait. Et ça, voilà, il y a eu cette prise de conscience à la fois des éditeurs, de toute une nouvelle génération d'auteurs, effectivement. Alors ça a été, oui, je pense, je n'ai jamais réfléchi en ces termes, mais je pense que vous avez raison. Le déclencheur est venu pour partie de la littérature jeunesse anglo-saxonne, où là, ils nous ont un peu montré l'exemple quand même, nos collègues. Voilà ce qu'on peut faire. Je pense que du coup, ça a libéré la parole parce que, en fait, alors j'ai commencé avec ça à l'époque parce que c'était juste cette période-là où moi aussi je faisais partie de ces ados. Mais du coup, maintenant, moi, en tant que bibliothécaire, je pense que ça se ressent aussi. Je prône beaucoup la littérature française parce que du coup, vous en faites partie. On a toute cette génération d'auteurs qui en fait écrit une littérature fantastique. Moi, je trouve que justement vers un ailleurs meilleur, faire le comparatif par exemple avec ce qu'on a vu dans Hunger Games ou Divergent, je trouve que là vous avez tous les éléments pour faire un meilleur film que vous, quoi. Enfin, je veux dire. Merci, j'adorerais. Mais... Parce que c'est tellement plus proche de nous et c'est tellement plus. En fait, c'est parlant, quoi. Je me suis approprié, j'ai donné ma version avec justement mes idées, mes références, et oui, la version française, quelque part, oui, il y a. Mais quelque part, la littérature française, pendant un moment, c'était dénigré parce qu'on disait, voilà, on était abreuvé de Harry Potter et compagnie, où on disait la langue. En fait, il n'y avait que de la littérature anglo-saxonne. Je ne renie pas d'où je viens, je suis une grande fan de Robin Hood, par exemple. Mais au final, pour un bon Robin Hood, on va avoir 15 super auteurs français qui ne sont pas assez mis en avant. Et c'est tout le travail qu'il y a non seulement en librairie, mais aussi en bibliothèque, comme on le fait, de mettre en avant toute cette bonne littérature francophone qui le mérite tellement parce qu'il y a toutes ces idées, et les bonnes idées ne sont pas que anglo-saxonnes. Ah non, alors ça après, ça nous fait aller sur tout un tas d'autres problèmes qui est la façon dont le marché de l'édition fonctionne. Alors en gros, pour faire simple, quand un éditeur va acheter, il va regarder les best-sellers aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon. Ils sont souvent des bons livres, attention, je ne les dénigre pas, c'est des succès amplement mérités, dont les Hunger Games à mon avis. Ils se disent voilà, on va acheter. Alors, imaginez, ils achètent ça des fortunes. Il y a un agent qui s'en mêle, etc. Les droits, simplement, les droits d'adapter en français ces textes-là, c'est acheter une fortune. Ensuite, ces textes, il faut les traduire. Souvent, c'est des pavés. C'est une nouvelle fortune qu'il faut mettre derrière. Donc déjà, avant même qu'un livre existe, les éditeurs ont déjà dépensé des centaines de milliers d'euros. Donc, ils sont obligés de programmer les succès. Donc, ils sont obligés d'en imprimer énormément, de s'assurer de mettre un peu la pression sur les services de distribution pour qu'il y en ait des piles partout, et d'investir encore dans de la pub. Ils sont condamnés au succès. Vraiment, parce que sinon, c'est de trop grosses pertes pour eux. Voilà. Alors, je dis ça indépendamment de la qualité des textes. Il y a des choses pas super intéressantes et il y a des choses géniales, donc c'est pas la question. Mais le marché du livre en France fait que nos éditeurs, voilà, c'est ce qui explique que ces livres-là, ces séries-là sont surreprésentés dans les rayons des supermarchés, des supermarchés du livre, genre Cultura ou ces noms-là, voilà. Et que nous, petits auteurs français, on est incapables de se faire une place à côté. Alors, pour une raison paradoxale, c'est que nous, on ne coûte pas grand-chose à nos éditeurs. Donc finalement, c'est pas grave si avec nous ils perdent quelques milliers d'euros. Non, mais c'est quand même comme ça que ça fonctionne. Alors, pour les grosses boîtes, les plus petits éditeurs, pour qui chaque titre est important, fonctionnent différemment. Voilà, ils défendent vraiment chaque titre. Mais on ne peut pas lutter. On peut clairement pas lutter contre ça. Ah, mais ça allait, là, je suis le premier à le reconnaître, mais voilà. Tant que fondamentalement la façon dont l'édition fonctionne en France n'est pas révisée, je ne vais pas de la révolutionner non plus, mais voilà. Bon, ça n'empêche pas, on tire notre épingle du jeu parfois, mais un succès français n'aura jamais rien à voir avec un succès d'une série anglo-saxonne. Hein. Je ne fais pas les écarts en tête, mais enfin voilà, on est dans une autre économie, dans une autre échelle d'économie.
je vais conclure un petit peu sur notre cycle de SF, là, en parlant des progrès technologiques, parce qu'on en a beaucoup parlé de cette science et de cette technologie qui a poussé en avant. On l'a bien senti dans d'ailleurs. On touche du doigt quand même l'utilisation par les hommes qui se pervertit pour dominer l'autre et puis pour dominer son environnement. Les dérives scientifiques, on voit quand même bien à travers beaucoup de ces œuvres qui sont ici, beaucoup d'œuvres de fiction qu'on a vues au cinéma aussi, beaucoup de séries télé. C'est quand même quelque chose qui est très, très préoccupant apparemment dans l'esprit des auteurs peut-être. Enfin, moi, pour avoir vu après aussi, je suis allée voir Matrix au cinéma, j'ai vu Terminator, plein de choses comme ça. Mad Max, ça me fait frissonner quand je pense maintenant à la crise énergétique qu'on subit. J'ai un peu peur d'en arriver là. J'ai l'impression de vivre Mad Max quand j'ai voulu faire le plein de ma voiture la semaine dernière. L'essence deviendra précieuse, bientôt on va se battre pour un bidon. Et on se dit qu'en fait, cette préoccupation des auteurs de SF sur les dérives et de la poussée en avant comme ça technologique, on n'en est peut-être pas si loin. La prise de contrôle, par exemple, je sais pas, Matrix, c'est les ordinateurs qui contrôlent les humains pour s'auto-alimenter. Il y a indéniablement un aspect visionnaire. Alors, il y a un aspect visionnaire dans pas mal d'œuvres de SF. Et franchement, c'est très amusant de jouer avec ça. Nous-mêmes, on joue à se faire peur, évidemment. On joue à se faire peur, on met en garde. Et puis, il y a un aspect visionnaire, quelquefois par hasard. Quelquefois, c'est des coups de bol. Parce que quand on cherche à écrire peut-être trop sérieusement sur l'avenir, on se plante complètement. Alors je donne toujours un contre-exemple. Vous trouverez avant les années 90, milieu des années 90, vous trouverez aucun texte de science-fiction qui a anticipé le téléphone portable. Non. Cherchez. Moi, j'en connais pas. Et on discute souvent avec des collègues auteurs. Non, ça, un truc aussi bête que ça, personne, tous les auteurs de science-fiction sont passés à côté. Mais en revanche, pour d'autres sujets, surtout par exemple pour tout ce qui concerne l'écologie et la façon dont le climat va changer nos paysages, ça, les auteurs de science-fiction ont toujours été en avance, pour une raison toute bête. Ils se renseignaient auprès des scientifiques. Les scientifiques, ça fait 50, 60 ans qu'ils sont installés d'alarme. Voilà. Autre exemple, effectivement, pour parler de Matrix, ces films-là, c'est le début des années 90. C'est avant l'arrivée d'Internet. Internet existait déjà entre les universités américaines, etc. Mais avant l'Internet grand public. Là, ce film voit juste sur les dérives, on va dire, les dangers des mondes virtuels, de s'enfermer dans la virtualité, des mondes parallèles. Finalement, qu'est-ce que la réalité voilà. Et alors, je dis pas qu'il décrit un cauchemar horrible, etc. Mais on n'en est pas là. Mais sur l'idée de la mise en garde, ça touche. Même si en réalité, les films Matrix se sont inspirés pas mal d'auteurs, comme Philip K. Dick, quand même, un des plus grands auteurs de science-fiction américains, qui dès les années 50-60, lui écrivait quand même sur la réalité, notre perception de la réalité. Donc nous, est-ce qu'on vit vraiment? Est-ce qu'on vit pas dans des mondes reconstruits? Matrix, c'est une version années 90 des univers de Philip K. Dick, qui n'enlève rien au talent des sœurs Wachowski, voilà, mais qui sont deux réalisateurs, les deux frères à l'époque, qui sont deux sœurs aujourd'hui. Et ça n'invente rien à leur talent visuel. Tout à fait. Voilà. Mais voilà. Donc quelquefois la science-fiction, dans le roman ou au cinéma, tape juste, malgré elle. Je parlais de Soleil Vert tout à l'heure, Soleil Vert tape juste à plein. Alors, c'est un hasard, parce que je vois comme ça, Richard Fleischer, le réalisateur, qui a réalisé ça. Voilà, je ne pense pas que son but à lui, c'était de prédire l'avenir, etc. Mais il s'amusait avec les peurs qui étaient déjà là, et son intérêt, c'était de construire un super film, une enquête, parce que c'est un roman policier vu du futur depuis les années 70. Enfin, vu depuis les années 70 dans le futur, voilà. Mais du coup, il tape incroyablement juste. Surpopulation, je disais, famine dans certains endroits, voilà, la chaleur, le réchauffement climatique est là. Ces effets néfastes. Et du coup, pour terminer, est-ce que vous écrivez autant pour la jeunesse que pour les adultes, est-ce que vous avez l'impression qu'on a une vision qui est peut-être plus sombre en SF adulte qu'en SF jeunesse, ou alors peut-être plus terre à terre et plus réaliste? Alors, honnêtement, je ne sais pas ce qu'il en est, mais j'aurais quand même l'impression que c'est même l'inverse, qu'on serait peut-être plus sombre en littérature jeunesse.
Il y en existe sûrement, mais là, en littérature jeunesse, il ne vient pas d'idée de mots d'utopiste, par exemple. Simplement pourquoi? Parce qu'on a envie d'embarquer les ados dans des histoires. Les ados adorent se faire peur. Les ados adorent ça. Et des choses que nous, on trouverait trop limites, mais eux, ils ne sont pas dupes. Ils ne sont jamais dupes. Et effectivement, ils adorent se laisser embarquer un peu trop loin vers la noirceur, vers ceci, vers cela, parce qu'ils n'en sont pas dupes. Donc j'ai l'impression que quand même, globalement, on va plus vers ce côté-là, alors qu'en littérature adulte, je parlais tout à l'heure de Utopia, de camarade Camille de Boulanger, et Alain Damasio, on peut trouver, voilà, je pense qu'il y a plus d'expérience vers le côté positif, à mon avis. Voilà. Je peux me tromper en disant ça, mais c'est quand même l'impression que j'ai. C'est une impression, donc qui peut se discuter. Tu l'as lu? J'avais eu alors moi par contre c'était par rapport à l'évolution de la société face à tout ça, c'était le livre que j'avais lu. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteure islandaise, enfin autrice islandaise. Oui, alors non, là je vous il y en a tellement. Alors son nom, je ne veux pas faire l'offense de le prononcer. Mais, non, je ne vais pas m'y risquer non voilà. plus. Mais dans ce roman, l'autrice en fait a fait un huis clos sur l'Islande. En fait. D'accord. Ouais. L'Islande se retrouve dans une brume totale, coupée de toute communication avec l'extérieur. Donc les gens qui sont sur l'île islandaise, que ce soit les gens du cru ou alors les touristes qui étaient là en visite, se retrouvent finalement confinés sur l'île et doivent se réorganiser pour survivre sans savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Ils envoient des bateaux ou des avions, mais personne ne leur vient, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et au final, on voit que ça va vite dégénérer au final. Et du coup, c'est vrai que je trouvais que c'était une vision vachement sombre. Et j'avais l'impression que... moi, j'ai eu 2-3 visions assez sombres finalement en côté adulte. Je me disais que j'avais l'impression qu'on tendait plus la perche justement aux jeunes dans le genre, on vous alerte, mais vous avez la possibilité d'en changer les choses. Alors, oui, ça en revanche, parce que la différence, on décrit des cauchemars futuristes, etc. On laisse toujours de l'espoir. On ouvre toujours la porte sur un peu d'espoir. Enfin, on ne désespère pas la jeunesse, voilà. Alors qu'effectivement, je pense qu'en littérature adulte, là, on n'hésite pas. On se dit, finalement, à un certain âge, on est peut-être trop précipité, donc j'en sais rien. Alors, allons-y gaiement. Et si le livre doit finir plus que mal, il finira plus que mal. Il n'y a aucun souci. Et c'est vrai que, alors, c'est pas une contrainte, c'est jamais une contrainte de nos éditeurs. C'est un mouvement, je pense, des auteurs jeunesse. On ouvre toujours la porte vers l'espoir quand même, voilà. Alors, ça veut peut-être dire vers un ailleurs meilleur. J'ose espérer qu'il y aura peut-être une suite. Ah ben là, c'est pas prévu, mais je m'interdis jamais rien. Et il y a une fin largement ouverte, donc justement. Oui. Alors, mais en fait, ça va pas dépendre que de moi, ça va dépendre aussi de mon éditeur au seuil jeunesse. Si je le convainc, parce qu'en fait, moi je travaille comme ça, j'apporte des projets à mes éditeurs, des idées, on en discute, et si je trouve l'idée intéressante, j'écris le livre. Donc, si je lui apporte, je pense un jour, il faut que je trouve un bon prétexte, une nouvelle histoire, avec un vrai thème, avec du fond, etc. Mais moi, pourquoi pas, merci de me le suggérer, continuer les aventures de Maya, finalement, vers cet avenir meilleur. Ah oui, parce que la fin m'a presque tombé de mon lit. Ah, je suis désolé. Non, parce qu'elle était bien, la fin. Mais c'est vrai, finalement, est-ce que ce qu'il découvre est vraiment meilleur? Cet ailleurs est-il vraiment meilleur? Ah, il y aurait... Et puis la fin d'Arnaud aussi, ça m'a... Voilà. J'aime beaucoup les fins ambiguës, ouvertes pour une part. J'aime laisser un peu le lecteur, y compris le jeune lecteur, sur sa fin, justement, sans mauvais jeu de mots. J'essaie de ne pas donner toutes les réponses, je vous montre des situations. J'estime qu'à la fin d'un livre, le travail de l'auteur est fini, mais le travail du lecteur commence, qui est celui de se dire finalement, qu'est-ce qui se passe les pages d'après, qu'est-ce qui se passe? Ah ben, je suis content. Ça veut dire que j'ai réussi mon livre. Pourtant, on dit, c'est une lecture jeunesse, mais moi j'y ai pensé toute la nuit. Je me suis plongée, je me suis posé la question. Quelque part, ça fait plaisir. Voilà. Ça veut dire que j'ai réussi. Vous n'avez pas dormi? Désolé s'il y a eu une insomnie. Non, c'était très bien. Voilà. Bah écoutez, moi en tout cas, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont encore des questions, mais moi pour ma part, je vous remercie vraiment. Merci à vous, surtout toutes ces questions pertinentes. Non, parce que je vais être honnête, c'est rare quand
souvent ce genre d'intervention, mais je le dis très honnêtement, très franchement, rarement autant on remarque des questions pertinentes qui montrent que vraiment vous avez super bien creusé, réfléchi à tout mon unitaire. Je suis rarement sur la questionner comme ça et c'est un plaisir, franchement. Merci, Donc, On peut voir les Merci à tous. et là, franchement, merci d'avoir fait le déplacement, d'être resté. C'est vrai qu'on a dépassé le timing. Ça, je ne sais pas ça, vous me laissez. Non, non, C'est la maîtrise du temps aussi, je ne comprends pas du tout. J'ai pas maîtrisé non plus, mais la discussion est très intéressante et franchement, c'était un plaisir.